bienvenue à Reflet d'Art, votre émission culturelle au câble 11. J'espère que ça va bien chez vous. Nous, ici en studio, on est en grande forme. On a une belle émission à vous proposer. Au cours des 30 prochaines minutes, on vous présentera des entrevues avec Luce Dufault, que Gaëtan Roy a rencontré, avec François Léveillé, que Suzy Hamel a rencontré, et avec l'auteur Dominique Demers. C'est Sylvie Bergeron qui s'est entretenue avec elle. En studio, on reçoit Sylvie Bergeron et aussi Marcel Coulombe. Mais tout d'abord, je m'entretiens avec Yves Arnois, un photographe bien connu de la région qui a reçu plusieurs prix et qui nous fait honneur du côté du Musée de la Civilisation à Québec. Bonjour Yves. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. C'est excitant, ça, exposé au Musée de la Civilisation à Québec. Disons que c'est une chance d'avoir vraiment eu cette occasion-là. Puis je suis bien content en espérant que je vais avoir la chance de répéter l'occasion. Il faut dire que ça a pour thème drôle de zèbre. C'est une commande que le musée t'a donnée? C'est ça, par l'entremise de vraiment circonstances agréables. Le Musée de la Civilisation m'a commandé une photographie avec des rayures, justement, parce que drôle de zèbre, ça représente une exposition sur les rayures, l'histoire de la rayure. Puis, c'est ça, j'ai une des photographies comme ça qui a été utilisée là-bas. C'est arrivé comme ça, cette commande-là? Par hasard, donc ça a été grâce à l'entremise aussi d'un journal, le journal Voir, qu'on retrouve un peu partout ici à Montréal et à Sherbrooke. Puis, c'est ça, par l'entremise, et le Musée de la Civilisation a vu cette photo-là et a décidé d'essayer de faire les recherches pour me retracer. Et les heureuses circonstances ont fait que j'ai eu la photo. C'est bien. Ça fait une couple d'années que tu fais de la photographie. Comment est-ce que l'inspiration te vient encore? Où tu trouves le goût encore de... c'est un peu... je sais pas, c'est peut-être la passion de la photo. C'est dur d'expliquer à un moment donné comment ça nous vient, parce que je pense qu'à un moment donné, les idées trottent dans la tête, puis on réussit à percer, à trouver une idée, à essayer d'être le plus original possible, puis on réussit à la mettre sur papier. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse plus ces temps-ci? J'imagine qu'un photographe a ses phases, ses moments où il a envie de photographier la nature, d'autres moments où c'est un autre thème. Disons que moi, ce qui m'a toujours intéressé le plus, puis aujourd'hui, comme sûrement dans plusieurs années, c'est les enfants, vraiment les photographies d'enfants. Ouais. C'est sûr que je prévois peut-être monter une exposition solo qui vont être sûrement reliées avec la photographie photographiée. Utiliser des gens avec des appareils photographiques et toutes sortes de choses comme ça pour essayer justement d'aller chercher l'aspect artistique et utile de la chose. Oui. Pourquoi est-ce que tu aimes la photo? Tu me mentionnais tantôt qu'il y avait quelque chose de très spontané là-dedans qui t'attirait. Bien, moi, je pense que j'adore la photo parce que c'est vite. Étant moi-même quelqu'un de très actif, ce que j'aime au niveau photographique, c'est que c'est ça, on peut produire. On peut concrétiser un sujet vraiment très rapidement, ce qui est bien plaisant là, pour la chose. Tu fais une photo et tu as souvent du nouveau matériel, fait que ça arrose vraiment ton portfolio. Et qu'est-ce qu'on peut voir au Musée de la Civilisation? Bon, tu me disais que c'est une photo qui est inspirée des zèbres avec... Oui, ce qu'on peut voir au Musée de la Civilisation, c'est une photographie prise à Paris. C'est 3 policiers, c'est plutôt 3 gens, 3 CRS qui appellent là-bas. C'est des officiers militaires qui descendent un escalier blanc. Puis justement, c'est le fait de la masse noire et des lignes en parallèle qui ont fait que Drôle de zèbre a été utilisé pour ça. Puis aussi, on retrouve aussi, j'ai d'autres photographies au niveau architectural que j'ai avec, entre autres, le pavillon de la France qu'on retrouve à Montréal, le futur casino. Ouais. Des photographies comme ça qui représentent beaucoup les rayures dans l'architecture. J'ai le volet, disons, plutôt architectural au Musée de la Civilisation. Les projets, bon, tu me parlais de l'exposition solo, ça? C'est un peu le gros projet, exposition solo. Justement, très bientôt, on a un diaporama aussi qu'on a monté sur on appelle ça un petit peu les meilleurs produits qu'on a fait. Mais c'est ça, c'est sur les personnages, justement. On va présenter ça très bientôt. À part de ça, c'est surtout l'exposition solo. Il y a aussi, sûrement, je vais essayer de demander à un moment donné peut-être des bourses au niveau exploration, des choses comme ça, pour essayer de graver les échelons un peu plus vite, puis peut-être essayer de percer un jour. Oui. Et pour l'instant, on invite les gens à aller faire un tour à Québec, non seulement parce que, tout d'abord parce que Québec, c'est une belle ville, il faut aller faire un tour là-bas, c'est toujours intéressant, mais surtout parce qu'au Musée de la Civilisation, on peut voir de tes œuvres. C'est jusqu'au 10 octobre prochain. Exactement. On a tout l'été pour y aller. Yves Arnois, merci beaucoup. Merci beaucoup, bon Suzanne. Succès et je vous la souhaite, votre exposition solo. Merci beaucoup. À bientôt. Vous savez, Gaëtan Roy est là son chouchou du côté des chanteurs masculins, c'est Jim Corcoran. Et du côté des femmes, vous allez vous apercevoir au cours des prochaines minutes qu'il s'agit de Luce Dufault. Elle l'a rencontrée, la chanceuse, et on regarde ce reportage.
La belle fille qu'on voit dans la vidéo actuellement avec Dan Bigra, c'est Luce Dufaux, que je suis très contente de revoir après quelques mois. Ben oui. Ça fait du bien de te voir à Sherbrooke, Luce. Tu es ici pour une raison bien spéciale, en fait, et j'aimerais ça que tu m'en parles. Aussi pour parler de toi, mais pour une cause qui te tient à cœur beaucoup, je pense, qui est parrainée par Dan Bigra, qui s'appelle le Refuge des jeunes. De Montréal. Oui. Vous avez d'abord participé, il y avait eu une soirée. Oui, il y avait un spectacle au Spectrum, oui. Oui, avec plein d'artistes. Ça, c'était un bon show, ça a très bien marché. Oui. Puis dans quel contexte avez-vous décidé de sortir quand les hommes vivront d'amour ou la décision s'est prise? La décision s'est prise... suite à une émission de radio, je pense. Oui, de CBF Bonjour à Radio-Canada. Puis c'est le public qui a décidé que Quand les hommes vivront d'amour, c'était la chanson du siècle. Et puis Radio-Canada a voulu offrir ça aux auditeurs. L'enregistrer, mais pas nécessairement l'indiquer. Finalement, ils se sont dit, bon, mais si on l'indiquait, on pourrait peut-être donner des profits au Refuge des jeunes, puis ça servirait à la cause. Puis là, ils m'ont approché pour faire ça. Dan l'a réalisé, fait que Dan, il est toujours là-dedans, quelque part. Il est dans la vidéo aussi. Il y a John McGill aussi qui a donné son temps. Puis c'est une coproduction avec Radio-Canada et les productions Jamil. Et la première fois que tu as fait cette chanson-là, est-ce que c'était en direct? À la radio, c'était un enregistrement? C'était un enregistrement. On est rentré en studio, on a fait les guitares, les voix, puis le voice-over. On a fait ça. Et à partir de ça, les gens, moi, je me souviens que j'en ai entendu parler, ça a fait boule de neige tout d'un coup. Et à partir de ça, bon, ils ont décidé de la mettre sur le marché et on me dit que les ventes vont très, très bien. Ça va très bien, parce que c'était seulement sorti à Montréal, et puis on réussi à en vendre 3000 copies juste à Montréal. Alors là, ça va être... Là, c'est distribué partout en province, oui. Puis je pense qu'en plus, c'est important parce que c'est pour une très bonne cause. Ah oui, oui. Toi, est-ce que tu en as rencontré de ces jeunes-là? Oui, on est allé. De cette maison-là? Oui. Je suis allée quelques fois. J'ai rencontré, il y a aussi mon frère qui travaille au refuge, qui est intervenant. Fait déjà, toi, ça te touchait. T'as pas eu à te laisser convaincre très longtemps? Non, non. Puis ils m'ont demandé de chanter cette chanson-là aussi. On y pense pas deux fois. C'est un bel hommage. Moi, ce qui me touche aussi beaucoup, je pense, c'est vraiment l'évêque mérite qu'on lui rende des hommages. Puis pour une fois qu'on les rend pas quand ils sont morts, tu sais. Il peut en profiter. Puis ça, je pense que c'est bien le fun aussi. C'est dommage qu'il t'ait pas entendu. Il te voit la chanter, mais je pense il n'entend pas. Il doit entendre un ensemble, mais ça doit être plutôt du bruit. Parce qu'il est rendu très, très sourd. Oui, il reste seulement 5 d'audition. Oui, c'est pas beaucoup. Mais peut-être avec des appareils. On arrive des fois à y parler, puis il ne faut pas parler trop vite avec un appareil spécial, mais pour une chanson complète, je ne sais pas. Mais probablement juste de te voir la chanter, il va tout comprendre. De toute façon, il est très content qu'on fasse revivre la chanson comme ça. Alors, on lui souhaite longue vie à cette chanson-là. Oui. Puis quand tu as ton album, tu reviens nous voir? Oui, promis. À l'automne. OK. Merci. Bye. Bye. Dans la haine et dans la guerre, chercher la paix, chercher l'amour. Connaîtront alors mon frère dans la grande chaîne de la vie. Merci à Gaëtane Roy pour cette belle entrevue avec Luce Dufaux, qui est vraiment une jeune chanteuse bourrée de talent. On a bien hâte d'entendre son album. Mais pour l'instant, je le répète, Quand les hommes vivront d'amour, c'est maintenant disponible et c'est pour une bonne cause. Je m'entretiens avec Marcel Coulombe, qui est écrivain, qui vient de faire paraître quelque chose de bien spécial, un livre-objet. Bonjour Marcel. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Ça fait un bon bout de temps que vous écrivez. C'est pas une première publication non plus. Non, je me suis impliqué beaucoup au niveau de l'écriture, également au niveau de l'art. Depuis la fin des années 60, début des années 70, j'ai été au niveau du théâtre, au niveau de la danse également. J'ai été secrétaire de l'Union des écrivains québécois. Je me suis impliqué avec différents groupes de musique et j'ai fréquenté beaucoup d'artistes également. J'étais gérant d'artistes, peintre, et donc disons que j'en mangeais beaucoup. Vous êtes travaillé au Québec et aussi à Paris, vous êtes promené? Non, j'ai pas travaillé à Paris. J'ai été publié
J'ai eu des choses qui ont été publiées à Paris, mais je n'ai pas œuvré à Paris. C'est surtout à Montréal. Je suis dans les cantons de l'Est depuis 3 ans. C'est une région que j'adore. Les gens sont vraiment très chaleureux. C'est un choix personnel de venir ici, justement, parce que je trouvais qu'il y avait plus de sève pour moi au niveau création, au niveau milieu, de venir ici. Ouais. Et Les Gardiens de la mer et autres nouvelles, bon, je l'ai mentionné, c'est un livre-objet. D'où est venue cette idée-là de... En fait, il y a différentes choses qui ont concouru à faire ce livre. Ce sont des nouvelles que j'ai écrites à la fin des années 70 et j'en ai pris 4. C'est des nouvelles qui vont entre l'onirisme et le réel. J'ai décidé de les illustrer. Je l'ai fait pendant 2 étés, en 91 et 92. Les images collent beaucoup avec le texte. Et puis, c'était un peu pour me faire plaisir dans un premier temps, mais également pour faire une réflexion pour les lecteurs. Aujourd'hui, on a les ordinateurs, on a du dessin assisté par ordinateur. On peut très facilement reproduire des textes ou reproduire des dessins, des images. Et j'ai voulu qu'on se rappelle où ça avait pu commencer au Moyen Âge, où il y avait les moines qui, avant que l'imprimerie soit inventée, transcrivaient des livres et les décoraient parce qu'à cette époque, les livres étaient des objets très précieux. Les gens, autrefois, n'avaient pas la chance, comme aujourd'hui, de pouvoir se procurer des livres pour acquérir du savoir, pour le plaisir de l'esprit également. Donc, c'était quelque chose qui était très précieux à cette époque-là. J'ai voulu redonner un peu le sens de l'écriture, c'est-à-dire qu'il y a un contenu tout d'abord dans un livre avant d'être quelque chose, un objet lui-même. Et j'ai voulu également que le livre soit illustré pour vraiment faire sentir les propos. C'est un peu, j'aime beaucoup tout ce qui concerne les arts, le dessin. C'était mon plaisir de mettre en image ce que j'avais écrit il y a quelques années. Ça demande beaucoup de travail quand même, parce qu'il faut écrire, il faut illustrer en plus, il faut que les idées viennent. C'est un travail de grande envergure. C'est un travail qui est très long parce qu'il fallait laisser sécher les couleurs entre chaque application. Également, chaque feuillet contient 4 pages, puis il ne fallait pas se tromper. Il ne fallait pas faire de barbaudrature. Rendu à la fin de la page, c'est un peu stressant, non? Oui, si on veut, mais on fait attention. Oui. Il n'y a seulement qu'une copie de ce livre-objet, des Gardiens de la mer et autres nouvelles. Si on a envie de le voir, de le feuilleter, où est-ce qu'on doit se rendre? On peut aller à la librairie L'Espérance, qui est située sur la rue principale à Magog. On peut dire que Françoise L'Espérance, qui est la libraire attitrée de cette librairie, fait vraiment son travail de libraire conseil en justement donnant des chances d'exposer autre chose que des livres commerciaux ou des livres de série. Et puis, il sera là jusqu'au 21 avril prochain. Donc, la librairie L'Espérance à Magog. C'est bien merci, ça. Coulombe. Merci beaucoup d'être venu faire votre tour à Reflet d'Art. Ça m'a fait plaisir. Merci. François Léveillé est en spectacle du côté de la salle Maurice-Aubrédé. Il y a ça un petit bout de temps. Et Suzy Hamel l'a rencontré pour vous. On la retrouve tout de suite. J'ai l'honneur et le plaisir aujourd'hui de rencontrer pour vous François Léveillé. Bonjour François. Bonjour. François, on parle de toi, ça fait quand même assez longtemps. Oui, mais tu as fait beaucoup de chansons par le passé. Oui, j'ai fait beaucoup de chansons. J'ai fait une carrière de chanteur pendant 15 ans. Et petit à petit, je ne vous raconterai pas ma carrière de chanteur, puisque maintenant, c'est dans l'humour que je verse, donc je vais plutôt... Tu t'es recyclé, hein? Je me suis recyclé en humoriste par le concours des choses. En fait, ce qui est arrivé, c'est que les lundis DA ont commencé à l'époque où j'étais chanteur encore. Et on m'a invité à présenter des numéros dans le cadre des lundis DA, qui sont devenus les lundis Juste pour rire, qui m'ont invité au festival Juste pour rire. Et de fil en aiguille, la carrière d'humoriste a commencé. On parle également de toi comme étant le dauphin de Jean Lapointe. Oui, disons oui.
Oui, c'est parce que j'ai eu le plaisir l'an dernier de faire la première partie du spectacle de Jean Lapointe, puis qui me donnait un bon coup de main pour ma carrière. Donc, c'est évident que quand tu es appuyé par quelqu'un de cette envergure-là, ça fait toujours plaisir de... Ça l'ouvre des portes. Ben, ça ouvre des portes, puis ça fait plaisir aussi parce que c'est quand même pas n'importe qui. Jean Lapointe, c'est un des gros piliers de l'humour au Québec. Donc, quand tu es appuyé par une personne comme ça, ça donne toujours de la crédibilité, puis ça te donne confiance en toi, bien sûr. OK. Tu nous présentes un spectacle qui est intitulé « Affaire deux de pique ». Est-ce que c'est parce que tous tes personnages sont des deux de pique? Non, c'est ça. Ça, c'est une longue histoire. C'est parce qu'à un moment donné, on cherchait un concept, puis j'avais trouvé l'affaire deux de pique parce que je trouvais que... moi, j'ai jamais vraiment ri de personne dans mes spectacles. Je ne ris que de moi-même. C'est pas un humour méchant. Et puis, non, j'essaye pas de descendre personne. J'essaye pas de faire de l'humour méchant, là, dans le sens... ce que je me contente de faire, c'est de brosser des tableaux à partir de choses qu'on pense à quelque part dans notre vie quotidienne. Donc, ça peut, par exemple, parler du restaurant où tu vas manger, puis tu as l'impression que ton assiette est vide, puis ça te coûte une fortune, comme ça peut t'arriver d'arriver dans une exposition de peinture, puis de voir un tableau qui, mettons... un 4x8 blanc avec un petit point noir dans le coin gauche, tu sais, qui se vend 2-3 000. Ça t'est toujours arrivé de dire, veux-tu bien me dire c'est quoi le gag, là, tu sais. Et dans la vie quotidienne, il se passe toujours un paquet de petites choses comme ça qui t'amènent à porter une réflexion, mais t'oses pas trop le dire parce que, mettons, que la pensée populaire mettons, ce qui est in, ce qui est out, tu sais. Quand c'est in, tout le monde dit c'est génial, c'est formidable, mais dans le fond, tu penses pas nécessairement que c'est in et que c'est formidable. Il y a des affaires qui sont in et qui te disent, je comprends pas que ce soit in. Mais moi, en fait, je dis tout haut ce que le monde pense tout bas dans le spectacle, à travers des personnages. Justement, un personnage qui est très in, je pense à Bob Cashflow. Ben, Bob Cashflow, c'est peut-être le plus beau symbole de celui qui dit tout haut ce que le monde pense tout bas. C'est un personnage qui est étroit d'esprit, qui n'a pas peur de dire qu'il est étroit d'esprit, qui est sympathique justement parce qu'il est à la fine pointe de son ignorance, puis il n'en a rien à foutre de ce que le monde peut penser. Lui, il pense ça, puis c'est tout. Mais il est un peu nono. Il est riche, il est issu d'une grande famille, il est habillé à la Mario Duquette, si tu veux. Oui, mais c'est pas... parce que c'est un personnage qui, au moins... Moi, je le trouve sympathique parce qu'il dit ce qu'il pense, puis il se cache pas. Donc, il y a tellement de gens qui vont essayer parce que tout le monde pense ça, qui vont penser ça. Lui, il s'en sac de ce que le monde pense. Lui, ce qui compte, c'est 1 + 1 = 3. C'est un homme d'affaires. Puis ce qu'il veut, c'est un bilan positif à la fin de l'année. Le reste, il s'en sac. OK. Donc, tu peux peut-être nous parler de Ben Blackburn? Ben Blackburn, c'est bon. Ça, c'est le cas type. On en a parlé, entre autres, durant les fêtes des gens de la Floride. Lui, c'est un peu le prototype, si vous voulez, sans tomber dans ce pattern-là. C'est quelqu'un qui part en voyage pour la première fois de sa vie, s'en va au Costa Rica et décrit le Costa Rica à la façon d'un gars qui aimerait voir sa cuisine partout dans le monde, sa bière partout dans le monde, puis son univers partout dans le monde. Il va juste pour le soleil, finalement. Dans le fond, c'est tout ce qu'il va chercher. Ça pour dire qu'on est bien chez soi, tu sais. Il y a d'autres personnages aussi, comme tu as un animateur de pastoral qui s'appelle Aimé d'Amour, qui essaie de trouver des bénévoles. Il y a un chansonnier qui s'appelle Peugeot, qui vient faire sa tournée de promotion, qui est un chanteur français, qui essaye de rentrer au Québec comme s'il était chez eux. Tu sais, genre, ça fait 10 minutes que je suis débarqué d'avion, je me sors déjà chez moi, c'est formidable. J'aime bien le Québec, puis genre, là, tu sais, qui pèle de la neige en masse. T'as d'autres personnages comme Monsieur Picole, qui montre comment construire une sandwich avec son coffre d'outils. Donc, ce sont des personnages que vous avez peut-être vus dans le cadre du festival Juste pour rire, entre autres. Mais il y a des choses aussi inédites, là. Je raconte un peu ma carrière de chanteur, justement, en résumé, dans un petit numéro au piano. Ouais. T'étais pas du tout comme ça, la barbe, les cheveux longs. Je fais sa barbe aux genoux. Tu sais, j'étais le genre des années 70, là. Assez chansonnier, merci. Eh bien, merci François. Je vais vous faire remarquer que peut-être que vous allez bien voir à l'écran, mais François a la même couleur que son veston. Ses yeux, là, c'est des yeux changeants. Alors, merci François. Merci. Puis bonne chance pour ta tournée. Merci. Bye. Merci à Suzy Hamel et merci à François Léveillé. On retrouve maintenant Sylvie Bergeron qui a rencontré Dominique Demers, qui est auteur pour les jeunes, auteur jeunesse. On la retrouve tout de suite. Dominique Demers, tu viens de lancer un nouveau titre qui est paru chez Québec Amérique alors que tu avais l'habitude de publier à la courte échelle. Pourquoi? En fait, la courte échelle voulait des changements sur le manuscrit et je tenais à ce que le fond du sujet ne change pas. Et c'est un livre qui parle de grossesse adolescente. Et alors, je voulais absolument que ça se poursuive comme je l'avais prévu. Alors, déménagement d'éditeur.
Et pourquoi le titre « Les grands sapins ne meurent pas » ? Ah, ça, c'est un titre, c'était un long titre, c'est un trop long titre d'une certaine façon, mais c'est un titre qui était très, très important pour moi, parce que dans ce livre-là, on parle d'une adolescente qui est en détresse, qui vit des situations très, très difficiles. Elle a perdu sa mère, elle se retrouve enceinte, elle a 15 ans. Mais ce que je voulais dire, surtout plus que ces détails de vie-là, c'est un peu justement la détresse adolescente. Et le titre nous dit « Les grands sapins ne meurent pas », ça veut dire, même quand ça va mal, on peut continuer d'avancer. Il reste de la lumière, il reste de l'espoir. Les grands sapins, c'est là où j'écris. Il y a de grands sapins et parfois on voit des tempêtes épouvantables. Les arbres, on dirait, ils vont tomber, la maison va crouler, mais les arbres restent droits. On dirait qu'ils dansent un peu dans tout ça. D'ailleurs, le troisième livre de cette trilogie, après Les grands sapins ne meurent pas, le titre sera « Ils dansent dans la tempête ». Et pourquoi avoir choisi une jeune fille, Marie-Lune? Parlez-nous du personnage. Marie-Lune, dans le premier tome, qui est un univers de tourmente, c'est un peu moi. C'est même un peu beaucoup moi parce que je raconte le décès de ma mère lorsque j'avais 14 ans. Et après, à l'avant-dernier chapitre, je ne savais pas qu'il y aurait une suite. Et il est arrivé quelque chose d'un peu bizarre, pour moi, qui suis un peu nouvelle dans l'écriture de fiction. C'est cette héroïne, cette adolescente, qui m'a un peu comme tapé sur l'épaule, puis qui m'a dit, tu sais, j'ai comme une confidence à te faire, je suis enceinte. Et ça ne m'est pas arrivé à 15 ans. Ça aurait pu m'arriver, ça aurait pu arriver à bien des gens. Mais ça m'a épatée un peu. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Est-ce que je le raconte? Est-ce que je rentre dans cette aventure-là? Est-ce que je quitte l'autobiographie pour essayer d'écrire de la fiction? Et c'est ce que j'ai décidé de faire. C'est ça. Est-ce que dans ce sens-là, on peut dire que c'est une thérapie, en quelque sorte? Non, je pense que si on écrit pour que ce soit une thérapie, à ce moment-là, on est trop peut-être pris par nos choses. Non, je pense pas. Écrire fait du bien, ça c'est sûr, c'est un bonheur. Mais pour moi, écrire pour les adolescents, c'est à la fois faire un retour à notre adolescence, mais vraiment s'adresser, une sorte de communication avec un adolescent réel, qui est notre lecteur en bout de piste. On a envie de le rejoindre, on a envie de lui dire des choses que nous, en tout cas que moi, je trouve importantes. Important, certain. Vous faites aussi de la littérature de jeunesse. Depuis quand et pourquoi? La littérature jeunesse, c'est devenu presque une longue histoire parce que j'ai toujours étudié en littérature. Je poursuis, là, je suis en train de terminer un doctorat en littérature et j'ai toujours fait mes recherches, la critique, tout en littérature de jeunesse. Je pense, bon, parce que quand j'ai commencé il y a une douzaine d'années, il n'y avait pas grand monde qui s'occupait de ça et je me suis attachée au domaine et j'ai pas encore l'impression d'avoir fait le tour du jardin complètement. C'est ça. Et on dit que le roman sera adapté pour la télévision. Ça, c'est intéressant pour vous. Oui, c'est une belle surprise. En fait, il y a un producteur qui s'appelle Sinard qui a décidé que ça méritait de faire une série télévisée. Et la pré-scénarisation, le scène à scène est fait. Ils sont en train de travailler là, à trouver les scénaristes. Et ce sera une coproduction avec la France. Bon. Vous ne vouliez pas faire le scénario complet, je pense. Non, pour moi, écrire, c'est déjà un peu un nouveau métier. Bon, je suis journaliste, l'actualité, Châtelaine, Le Devoir, tout ça depuis longtemps. Mais écrire de la fiction, c'est nouveau. Ça me demande beaucoup, beaucoup d'énergie. J'avais envie de me consacrer. J'ai vraiment envie de me consacrer à ça et de pas tout de suite essayer de prendre un autre métier en plus. Là. On dit aussi du roman qu'il a de bonnes chances de gagner un prix cette année. Ah, ça, ce sera à tous les membres de jury de décider. Chose certaine, ce qui me fait énormément plaisir, les critiques ont été très, très bonnes. Et ça, c'est toujours, je pense que plus on avance, plus c'est peurant, parce que les jeunes ont des attentes. Ils nous disent, j'ai hâte, ça va-tu être bon? On dit, j'ai fait le mieux que j'ai pu. On ne peut pas faire plus, mais il y a toujours un peu d'angoisse avant que le livre sorte. Alors. De toute façon, la critique a été très, très bonne. Oui, non, c'était... je suis choyée, vraiment, là, je suis très contente. Pour vous, ça a été la jubilation après l'angoisse, parce que ça n'a pas été facile, je pense? Non, c'est ça. C'est sûr qu'un changement d'éditeur, c'est difficile. Aussi, passer de l'autobiographie à la fiction, c'était comme tout un pas. Univers de tourmente avait été finaliste au gouverneur général, à d'autres prix aussi, des bonnes critiques, mais on se dit, est-ce que c'est parce que j'ai raconté mon histoire, une histoire qui était vraie, que j'avais vécue, et c'est pour ça que ça a bien passé? Est-ce que je suis capable d'inventer une histoire à Marie-Lune, à ce personnage qui est devenu moi, puis une autre que moi, puis que j'aime beaucoup? Et bon, alors ça semble, j'ai l'impression que je suis peut-être capable de le faire.
Et le troisième, est-ce qu'on peut avoir des pistes? Le troisième, là, tout le monde veut savoir ce qu'il y aura dedans. J'ai promis à l'éditeur puis au producteur que je tiendrais ça secret pendant un bout de temps. Ce que je peux dire, le premier parlait de la mort, le deuxième parlait de la vie. C'est des sujets costauds. Et je voulais, dans cette trilogie, que l'attention ne tombe pas. J'avais envie d'aborder un autre thème très, très important. Et je pense que j'ai réussi, en tout cas, à trouver ce thème aussi important que la vie et la mort. Avec Marie-Lune, toujours? Toujours avec Marie-Lune. Et vraiment, je pense que ça se termine avec cette trilogie. J'ai d'autres projets, d'autres séries, et je veux pas comme presser un citron. J'ai terminé la première ébauche du troisième. Je sens que j'ai dit ce que j'avais à dire avec Marie-Lune. Il y aura peut-être des surprises dans 10 ans, elle va peut-être ressusciter, je sais pas. Mais pour l'instant, je pense que notre aventure à deux va se terminer avec le troisième tome. Merci beaucoup, Dominique Demers. À lire absolument. Merci. Dominique Demers sera présente au Festival national du livre. Et justement, pour nous parler de ce beau festival, je m'entretiens avec Sylvie Bergeron. Bonjour Sylvie. Bonjour. On va y aller rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Oui. Il y a des choses importantes à dire. Bon, il y a Dominique Demers qui sera là, mais il y a d'autres gens intéressants. Jean-Marie Poupard aussi pour les jeunes, mais il y a aussi pour grand public Christian Mistral qui sera là. Il y a aussi des lectures publiques dans différents lieux publics. Je pense à Presse Boutique Café, le Café du Palais, la Galerie Horace. Donc, c'est à suivre, je pense. Puis le spectacle de clôture, il faut absolument le mentionner. C'est quelque chose de très intéressant. Oui, Sylvie Tremblay et Hélène Penneau qui viennent de monter un spectacle ensemble. Viens, on va se faciliter la vie. Et c'est 8 $ au bar Le Magog. Et ça va être quelle date? Le 1er mai, à la Fête des travailleurs. Ça commence quand, le Festival national du livre? Le dimanche d'avant, du 24 au 1er mai, en fait. Il faut suivre ça, je pense. C'est pour tout le monde. C'est important de le mentionner. Les jeunes, les aînés, le grand public. Et si on veut avoir plus de détails, est-ce qu'il y a un petit dépliant qu'on peut se procurer? Oui, ça sera disponible bientôt et à l'Association des auteurs des Cantons de l'Est. On sera là. Merci Sylvie. Merci. À bientôt. Et j'aimerais remercier toute l'équipe et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Reflet d'art, votre émission culturelle à ne pas manquer. Bonne semaine.